Les thèmes abordés par les chercheurs sont très diversifiés. La science biologique, la biochimie, la chimie, la médecine, la technologie, l'écologie, génétique, pharmacologie, toxicologie, sciences environnementales, etc. Mais c'est les travaux sur Louis Dagen qui occupent la première place. Alors, donc, Monsieur le Président a parlé déjà, et Monsieur le Doyen aussi, des différents laboratoires de recherche qui travaillent au niveau de la Faculté des sciences. Je vais y aller très brièvement. Donc, il y a notre laboratoire de chimie des plantes et de synthèse organique et bioorganique, le laboratoire botanique de valorisation des ressources végétales et fongiques, le laboratoire de microbiologie et de biologie moléculaire. Ce sont donc les trois principaux laboratoires qui existent et qui travaillent actuellement à la Faculté des sciences de l'Arganais sur l'Arganais. Pour le laboratoire de chimie des plantes et de synthèse organique et bioorganique, nous avons axé nos recherches sur la valorisation des produits. En effet, en 1985, avant de démarrer la recherche, il y avait une publication qui est arrivée dans les années 70. Le Maroc perdait 600 hectares par an. Et nous avons vraiment cru que l'économique peut tirer l'écologique. Donc c'est en valorisant les produits et en faisant profiter les populations locales de cette valorisation, on était persuadé qu'on pourra développer d'une façon durable l'Arganais. Et donc c'est pour ça qu'on a axé nos recherches sur la recherche de composés qui peut être un composé industriel. Ça c'est en recherche fondamentale. Bien entendu, il fallait aussi prouver toutes ces activités. Si on veut le promouvoir comme produit industriel, il faut mener des activités pharmacologiques. Et là, on l'a fait en partenariat avec des laboratoires spécialisés. Nous avons également mené des recherches appliquées et formé plusieurs étudiants, en doctorat, en master et même en projet de fin d'études en licence, en regardant un peu, lui qui était extrait artisanalement, en regardant un peu quels sont les facteurs qui l'influencent, la qualité de l'huile. Parce qu'il était déjà, sa composition chimique était déjà décrite dans la littérature, et on ne comprenait pas pourquoi, alors qu'il était d'une qualité nutritionnelle très importante, il était encore galvaudé au bord des routes et vendu dans des bouteilles recyclées. Donc nos travaux ont permis l'amélioration des procédés. Nous avons regardé aussi l'influence de l'origine. Est-ce que c'est la même composition à Essaouira, à Agadir, etc. Et l'huile d'argan était connu qu'elle ne se conservait pas assez. Donc, ça ne dépassait pas quelques mois, 2 à 6 mois maximum. Donc, nous avons essayé de voir quelle est la durée de conservation de cette huile. Nous avons donc développé des techniques aussi pour la recherche de fraude, parce que quand vous mettez sur le marché un produit, surtout quand c'est cher, il y a bien sûr des gens qui essaient de fraude. Et nous avons développé des techniques de fraude. Nous avons également produit des ingrédients cosmétiques à partir des coproduits. On s'est dit que c'est dommage. Il y a de la pulpe qui est utilisée uniquement pour le forage des caprins, le tourteau également. On peut trouver des composés industriels dans ces coproduits. Et enfin, on est passé sur le terrain, même si ce n'est pas notre rôle en tant qu'académicien de faire des projets de développement sur le terrain. Ben, on est parti parce que ce qui nous intéressait, c'est surtout la valorisation de ce patrimoine qui est unique au monde. Pour ce qui concerne le laboratoire de la botanique et valorisation des ressources végétales et fongiques, mon collègue Agodi a surtout travaillé sur la cartographie de la densité de couverts arborés de l'Arganais à partir des données spéciales à très haute résolution. Il a aussi mené une évaluation d'un service écosystémique de l'Arganais à travers la cartographie des couverts arborés de l'Arganais. Il a travaillé sur l'écologie, la typologie des Arganais, la biogéographie, l'exigence écologique, la flore de l'Arganais, la diversité biocénotique des Arganais et le suivi de la dynamique de l'Arganais, le comportement physiologique et biochimique de l'Arganais vis-à-vis de la sécheresse. Pour ce qui concerne le laboratoire de microbiologie et biologie moléculaire, l'objectif était la caractérisation génétique moléculaire et multiplication par microbuturage d'Arganais adaptés à des conditions écoclimatiques extrêmes.
Donc, ils se sont intéressés à l'évaluation moléculaire de la diversité génétique de l'argané, dans son aire de répartition naturelle et structuration génétique de l'arganerie, au génotypage et constitution d'une collection d'arbres d'argané à conserver, utiles pour la reforestation et les plantations raisonnées. La recherche de gènes d'intérêt impliqués dans l'adaptation de l'argané au stress abiotique par approche génomique et bioinformatique. Et enfin, la multiplication par microbouturage de plantes d'argané tolérants au stress abiotique. Alors donc, on voudrait dans cette présentation présenter un petit peu l'état des connaissances sur l'huile d'argan. Et donc voilà un petit peu ce que nous avons fait au niveau de notre laboratoire de chimie des plantes et de synthèse organique biologique. Comme je disais, au début de nos travaux, l'huile d'argan était produite par des femmes selon un savoir-faire ancestral et donnée soit à son fils, soit à son mari pour le ventre. C'est soit dans les souks, soit au bord des routes. Donc ce qui était dommage de galvauder cette huile qui a une valeur nutritionnelle extrêmement importante. Donc on s'est occupé d'améliorer son packaging et améliorer la technologie d'extraction de l'huile d'argan. Et proposer bien sûr de nouvelles voies de valorisation des coproduits d'extraction issus de l'argané afin de diversifier ses usages commerciaux. Alors, pour cela, pour mener ceci, on a suivi l'itinéraire technique traditionnel de l'huile d'argan en essayant à chaque fois d'améliorer et adapter pour que ça obéisse aux normes, aussi bien au Maroc qu'aux normes internationales. Donc, on a regardé, par exemple, le fruit, quand est-ce qu'il faut le cueillir. Ensuite, quand on va sécher le fruit, est-ce que le soleil a une importance? Est-ce que le soleil va altérer la qualité de l'huile? Quand on extrait l'amendant de la coque, est-ce qu'il faut le conserver et combien de temps? Et après, on s'est intéressé à l'extraction artisanale ou la presse. Quelles sont les améliorations qu'il faut faire et quelle est la qualité de l'huile produite? Le temps de torréfaction, pareil. Quelle est l'influence de torréfaction sur l'huile d'argan? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objectif, mais juste pour vous dire juste un détail, par exemple, pour le temps de torréfaction, il y a des normes au niveau international qu'il faut absolument respecter parce que nous ciblons aussi l'exportation. Par exemple, quand on fait des torréfactions, il y a des composés aromatiques qui se produisent et il y a un taux de l'ordre de ppb qu'il ne faut pas dépasser. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument ajuster le temps de torréfaction et la température pour qu'on ne dépasse pas le temps pour obtenir une qualité meilleure. Donc nos résultats ont confirmé d'abord que c'est une huile d'une valeur nutritionnelle très importante parce qu'elle est constituée en majorité d'acides gras insaturés qui dépassent les 80%, mais également des biomolécules, comme les antioxydants. Les tocophérols sont des antioxydants. Par exemple, l'huile d'argan, il y a 700 mg par kilogramme par rapport à l'huile d'olive qui renferme que 300 mg par kilogramme. Et donc, il renferme aussi d'autres composés. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, comme le squalène, le phytostérol, etc. Donc, nous nous sommes intéressés à la conservation, parce que quand vous produisez l'huile d'argan avec une technologie améliorée, il faut aussi donner la date de limite de cette conservation. Et contrairement à l'huile artisanale, qui ne peut se conserver à peine 3 ou 5 mois, l'huile alimentaire se conserve maintenant plus que 2 ans grâce à l'amélioration de la technologie. Comme je disais tout à l'heure, quand on met sur le marché un produit, il y a quelquefois des contrefaçons. Il fallait donc mettre au point une méthode qui va permettre de détecter les fraudes. Et bien sûr, une autre méthode, elle détecte juste à peine 2%. Vous ajoutez 2% d'une autre huile dans l'huile d'argan, vous êtes capable de détecter. Alors ce qui est intéressant, c'est que la méthode développée par la faculté des sciences de Rabat est utilisée partout dans le monde parce qu'elle est simple et peu coûteuse. Alors, toujours pareil, pour mettre le projet sur le
il y a des règles, il y a des réglementations dans les pays occidentaux. Vous n'avez pas le droit de commercialiser un produit sur le territoire européen, par exemple, si vous ne prouvez pas la sécurité de produit. Donc il y a un certain nombre de tests, bien sûr, qu'on était obligé de faire. Et bien sûr, à chaque fois qu'on avançait dans la recherche, on montrait tous nos résultats aux coopératives. Alors, l'huile d'argan est également très utilisée en médecine traditionnelle, que ce soit pour la peau, pour la prévention des maladies cardiovasculaires, etc. Mais il n'y avait aucune confirmation par les sciences exactes. Aucune, quand on a commencé le travail. Donc, nos travaux ont montré, pour l'huile à usage cosmétique, c'est une huile qui a confirmé son usage anti-rides, anti-hydratante, anti-acné, restructurante et régénérante. Donc ça veut dire qu'elle peut être utilisée pour tout ce qui est crème anti-âge. Pour ce qui concerne l'huile d'argan alimentaire, là on a essayé juste de démontrer ses propriétés qui permettent de prévenir les maladies cardiovasculaires. Effectivement, on a démontré que l'huile d'argan baisse le taux de cholestérol et surtout baisse le taux des triglycérides. Donc, si vous consommez 2 cuillères à soupe par jour, en un mois, vous baissez vos taux de triglycérides très rapidement. En plus de baisser le taux de triglycérides et de cholestérol, il augmente la vitamine E. Donc ça, c'est très important d'avoir un peu plus d'antioxydants dans notre corps. Donc, finalement, l'huile d'argan baisse les triglycérides, il augmente le cholestérol HDL, il baisse le cholestérol LDL, les ApoA aussi sont augmentés et les liens conjugués sont en diminué. Donc on peut dire que l'huile d'argan a des propriétés hypolipidémiantes. Donc, comme j'ai dit au départ, notre travail aussi a consisté à valoriser les coproduits. Donc, c'est d'ailleurs le travail de ma thèse. Et actuellement, on a plus que 200 molécules qui ont été extraites, aussi bien des feuilles, du bois, du tourteau, de la pulpe, de la coque, etc. Et sur les 200, il y a une vingtaine qui sont de nouvelles substances naturelles, jamais décrites dans d'autres ressources biologiques. Et donc, ce groupe pharmacodynamique que nous avons isolé, identifié, s'appelle saponin et il a un large spectre d'activité biologique. Ceci nous a ouvert les portes au niveau des laboratoires cosmétiques pour les promouvoir en tant qu'actifs anti-âge. Alors donc, après cette recherche, nous avons un volet socio-économique très important. La faculté des sciences d'Araba, en partenariat avec notre association de Baïta, a fondé les premières coopératives d'huile d'argan. La première, c'est Coopérative ML à Tamanar, et ensuite, depuis, on gagne maintenant actuellement 420 coopératives. Donc, c'est pour ces coopératives-là, il fallait non seulement les organiser, mais également les former. Parce que je ne vous cache pas, dans les années 90, 90% des femmes étaient analphabètes. Donc on ne pouvait pas mettre en place un programme si la majorité des femmes ne savent pas ni lire ni écrire. Donc on a développé des outils pour les accompagner, pour les former. On a développé un livre, mais également un DVD en langue amazigh. Et cette formation est reconnue par l'UNESCO parce que ça permet vraiment aux femmes de bien organiser la coopérative, savoir qui est le rôle du conseil d'administration, le marketing, etc. Et même comment planter, comment produire comment régénérer l'arbre. Donc la formation était très importante. Nous avons aussi accompagné les femmes à la certification. Nous faisons vraiment un travail de proximité. On était avec elles pendant 2 ans jusqu'à ce que ça marche. On trouve les clients, etc. Et par la suite, on va voir d'autres coopératives. Donc, si vous permettez, il y avait un problème que je ne pouvais pas laisser passer comme ça.
Pour l'anecdote, quand j'ai commencé à envoyer les produits des coopératives en Europe, j'ai été saisie par l'avocat d'une compagnie qui existe en France, qui m'a interdit d'utiliser le mot argance, c'est-à-dire le label des coopératives. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, le groupe en question avait déposé une marque Argan, et donc avec ça, il pouvait déposséder tout le Maroc de l'utilisation du nom ARGAN. Alors, que faut-il faire devant cette problématique? Grâce à plusieurs producteurs européens qui sont dans ce cas d'usurpation des noms, nous avons créé au niveau international une association qui s'appelle Origine, qui va défendre tous les producteurs qui ont un signe distinctif. Donc c'était en 2003. Ensuite, en 2005, j'étais vice-présidente Afrique du Nord et Moyen-Orient, ce qui m'a permis de travailler un petit peu pour que l'huile d'argan ait la labellisation d'indication géographique protégée. Or, on n'avait pas de loi à l'époque. Et donc, c'est grâce à tous les travaux menés par M. Arnouch, en tant que ministre de l'Agriculture, que maintenant nous avons une loi, et que l'huile d'argan ait été la première indication géographique protégée en 2009. Alors, donc, concernant l'impact, je vais commencer par l'impact socio-économique de toutes ces réalisations, que ce soit en recherche ou alors en développement. Donc, actuellement, comme je disais, il y a 420 coopératives, il y a une centaine d'entreprises qui produisent à peu près quelque chose comme 5600 tonnes par an, alors qu'avant, on n'exportait presque plus, on n'exportait presque pas d'huile d'argan. Et donc maintenant, on a plus que 5600 tonnes. Avant, les gens laissaient les fruits par terre et ne les récoltaient même pas. C'était tellement pénible de produire de l'huile qu'ils ne les récoltaient pas. Donc il y a un impact très positif, 11 millions de journées de travail pour la seule extraction d'huile d'argan. Donc il est difficile pour moi de trouver exactement les journées de travail qu'a apporté la filière d'huile d'argan, mais j'ai calculé avant-hier, juste pour la seule opération d'extraction de l'huile d'argan, ça donne 11 millions de journées de travail. Pour ce qui concerne les retombées sociales chez les femmes des coopératives, ce projet-là a permis l'autonomisation des femmes par l'intégration des femmes, l'amélioration de leurs revenus et leur statut, une reconnaissance de leur travail. Ils ont gagné en dignité, en crédibilité, et ils décident maintenant d'investir dans le futur en scolarisant leurs enfants. Alors, pour parler des exportations de l'huile d'argan, donc comme je disais, avant 2000, on exportait pratiquement les amendants de l'arganier à l'état brut. Ils sont produits, mais pas beaucoup, à peine moins qu'une tonne. Ils sont envoyés en Europe et l'huile d'argan est extraite en Europe. Alors actuellement, avec beaucoup de satisfaction, en 2019, on est arrivé à 5600 tonnes d'huile qui sont exportées, qui sont produites au Maroc, dont 54% à l'export, 19% pour le marché local et 27% pour l'autoconsommation. Ceci représente à peu près un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dirhams en 2019. C'est quand même non négligeable à partir d'une ressource locale qui n'a besoin de presque rien, très peu d'eau, et très résistante à la sécheresse, de produire une huile de qualité et d'avoir un grand chiffre d'affaires. Donc comme vous voyez sur la figure, ça c'est les exportations entre 2005 et 2005. Ce que vous pouvez voir, c'est ça va en exponentiel. Alors voici un petit peu les pays qui sont importateurs de l'huile d'argan. Je dois vous dire aussi qu'avant les années 90, même les Marocains ne connaissaient pas l'huile d'argan. Donc maintenant, le monde entier connaît l'huile d'argan et les importe et on la trouve partout. Et ça, c'est grâce à sa qualité d'abord.
comme produits nutritionnels, cosmétiques et alimentaires, mais également grâce à l'organisation sociale. Ça, il faut le dire et il faut le répéter. Alors maintenant, qu'en est-il des retombées environnementales? Alors comme je le disais au départ, le Maroc perdait 600 hectares par an et la question c'était est-ce que la valorisation des produits peut induire la réhabilitation de l'arganerie? Là, je crois qu'on est dans un cas où c'est vérifié, puisque entre 2011 et 2020, 146 000 hectares de forêts d'arganerie ont été réhabilités. Et non seulement on a réhabilité les forêts sauvages, mais on est même en train de promouvoir l'agriculture, donc la domestication de l'arganerie. Et on veut, le Maroc a pour ambition de réhabiliter 200 000 hectares à l'horizon 2025. Donc à travers ce travail, qui a été initié par la Faculté des sciences de Rabat, je pense qu'on peut dire avec fierté qu'on a contribué aux 17 objectifs du développement durable de l'agenda 2030. Et ça, ce n'est qu'un exemple, c'est le cas de l'île d'Argane. Le projet a eu aussi, comment dirais-je, a été une inspiration pour d'autres produits de terroir. Alors, je ne voudrais pas finir mon exposé sans parler un peu quand même des craintes pour ce patrimoine unique. Nous avons jusqu'à présent réalisé beaucoup de choses, des réalisations très importantes, mais il faudrait rester très très vigilant parce que malheureusement c'est pas le Maroc où ce n'est pas que les populations locales qui en bénéficient. Et là, j'invite un peu les politiques et notre gouvernement à mettre en place des réglementations qui vont permettre de préserver cette économie sociale qui a été mise en place. Sinon, on va avoir les mêmes problèmes qu'ont eu les autres pays du Sahel, et là, on va être perdant. Alors, ce que je recommande en tant que chercheur, c'est d'abord renforcer encore l'économie sociale, renforcer ce tissu économique, ce tissu de coopérative, et continuer à l'appuyer, faire en sorte que la plus-value reste au Maroc. On n'a pas besoin d'exporter l'huile d'argane en vrac, c'est quand même dommage. Conditionner au maximum l'huile, vendre dans des petites bouteilles, un quart de litre, 1 litre, et là on peut l'exporter, mais l'exporter avec une indication géographique protégée. C'est vrai que 2009, l'indication géographique protégée, elle a été au Maroc, mais elle n'est toujours pas en Europe. Elle n'est toujours pas enregistrée au Maroc. Et ça, c'est un manque à gagner. Qu'est-ce qui nous manque là? Ça fait quand même maintenant, en 2009, 2011, 12 ans que c'est enregistré au Maroc. On ne l'a pas encore enregistré en Europe. Ça, c'est un manque à gagner. Ensuite, pour l'huile cosmétique, nous pouvons profiter du protocole de Nagoya qui permet l'accès et le partage des avantages des utilisateurs de la ressource génétique pour partager les avantages avec les locaux. Et ça, il faut absolument que le Maroc le mette en place. On l'a signé en 2011, on ne l'a pas encore ratifié, il est déjà passé devant le Parlement, mais malheureusement, il faut aller vers la ratification et vers la mise en place de l'accès et le partage des avantages. Enfin, je voudrais qu'on ait une approche écosystémique. C'est vrai qu'on a beaucoup fait sur l'Arganie. L'Arganie n'est pas tout seul. Nous avons toute une forêt et l'Arganie abrite, heureusement pour nous, une flore de plantes très intéressante. Et là, on peut faire de la création d'emplois au Maroc. On peut profiter de APA, de l'accès et le partage des avantages. On aura tout à gagner. On formera des étudiants. On mettra en place des green jobs. On pourra mettre beaucoup de choses. Et pour finir, je voudrais qu'au niveau de l'arganerie, de l'écosystème arganerie, nous avons vu avec la pandémie qu'est-ce que ça a donné comme désastre. Et je suis sûre que si nous appliquons One Health, nous pouvons réussir à donner une meilleure santé pour l'homme. Parce que la santé de l'homme ne dépend pas que de l'écosystème, mais dépend aussi de l'animal. Donc c'est pour ça qu'au niveau des Nations Unies, on a décrété, je crois en 2014,
Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et croyez-moi, il y a beaucoup de maladies qui sont transmises de l'animal à l'homme. Et on pourrait éviter tout ça si on fait des approches. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.